Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau numéro de 100% urbain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Voisin-Bornmout. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes directrice des études et de la recherche de la Fabrique de la Cité. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est que la Fabrique de la Cité? Alors, la Fabrique de la Cité, c'est un think tank qui a été créé en 2008 à l'initiative du groupe Vinci et qui, depuis 2010, est structuré en fonds de dotation. C'est-à-dire que nous poursuivons une mission d'intérêt général. Nous animons le débat public sur la question des innovations urbaines. C'est-à-dire que nous allons traiter très concrètement de sujets ayant trait à la fois à tout ce qui est urbanisme, le bâti, l'urbain, la mobilité, l'énergie, mais aussi beaucoup de thématiques qui sont transversales. Par exemple, la résilience, la santé, la décarbonation de la mobilité ou encore la question de l'acceptation des grands projets d'infrastructure. D'accord, des sujets vastes mais avec un ancrage urbain toujours. Vous, quel est votre rôle au sein de la Fabrique de la Cité concrètement? Alors, mon rôle au sein de la Fabrique de la Cité, en tant que directrice de la recherche, c'est de superviser l'ensemble de la recherche du think tank de façon à lui garantir une véritable qualité scientifique. Et de l'autre côté, je porte aussi en propre certains sujets, notamment les sujets les plus transversaux. D'accord. La Fabrique de la Cité produit plusieurs rapports, justement, que vous supervisez. Vous avez actuellement, par exemple, un programme sur les villes moyennes, sur la mobilité, dont vous avez parlé. Mais on va s'attarder un peu plus sur le rapport Ville productrice de santé, que vous avez rédigé et qui a été publié à la fin de l'année dernière. Pourquoi s'intéresser à cette question? Est-ce que c'est lié au contexte sanitaire? Alors, pas exactement. C'est un sujet que nous portons depuis assez longtemps à la Fabrique de la Cité et nous le traitons de façon plus précise depuis fin 2018 et en 2019. Donc, c'est-à-dire déjà avant la crise sanitaire. Et d'ailleurs, la perspective que nous adoptons n'est pas exactement celle de la crise sanitaire, c'est-à-dire de celle d'une maladie qui est transmissible. Ce rapport traite très spécifiquement des maladies non transmissibles, dites civilisationnelles, mais la crise sanitaire nous a montré qu'il est essentiel de travailler sur ces maladies puisque les cas de coronavirus liés à des comorbidités, qui sont donc des maladies qui sont non transmissibles de type obésité, cancer, diabète, autres maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, aggravent le pronostic. Et aujourd'hui, ces maladies non transmissibles, donc sont, même si on parle beaucoup des morts et à juste titre liés au coronavirus, c'est la cause première de mortalité dans le monde et notamment des maladies de mortalité de personnes avant l'âge, donc ce qu'on appelle des morts prématurées. D'accord, donc c'était antérieur à cette pandémie, mais c'est venu quand même un petit peu renouveler votre approche, cette pandémie quand même? Oui, parce que ça a permis d'interroger ce lien entre urbanisme et santé. Effectivement, dans le rapport, on montre bien que finalement, cette question de l'urbanisme et de la santé, ce n'est pas une question qui est nouvelle. C'est une caractéristique qui traverse l'ensemble de l'histoire de l'urbanisme. Ça a toujours été le cas. Les acteurs de la fabrique urbaine se sont toujours intéressés à la santé. Globalement, oui. Même si on voit un creux à partir de la révolution pasteurienne, où finalement la médecine est devenue à tel point efficace que la question de l'urbanisme, comment traiter finalement de maladies autrement que par le curatif, donc par les médicaments, par la chirurgie, est devenue un petit peu plus secondaire. Mais ce que vous dites, c'est que c'est quand même une nécessité aujourd'hui pour les acteurs de la fabrique urbaine de s'intéresser à la santé malgré le développement de la médecine. Tout à fait. Et c'est aussi important pour les acteurs du corps médical que pour les acteurs de la fabrique de la cité. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la médecine peine à faire face seule à cette nouvelle épidémie. Et de l'autre côté, on voit que de plus en plus la question de la responsabilité des acteurs de l'urbain est posée face à ces maladies. Pourquoi ? Parce que ces maladies sont déterminées par des facteurs très complexes et par une combinaison de facteurs très complexes qui ont trait à la personne naturellement. Donc c'est là où on retrouve le côté médecine, la physiologie, la génétique, la biologie, la physiologie, mais également des comportements. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir vous comporter, ce que vous allez faire, vos modes de vie, mais aussi la façon dont la ville est organisée, l'environnement. Donc on va penser naturellement par exemple à la pollution, donc peu importe finalement ce que vous fassiez dans la ville, vous allez être atteint par des facteurs aggravant votre santé. Donc c'est en quelque sorte une contrainte, enfin, il faut s'y intéresser quand on s'intéresse à la ville et quand on produit la ville. Est-ce que ça peut être aussi une opportunité de s'intéresser aux problématiques de santé? Bien entendu, c'est à la fois un risque, et c'est de plus en plus reconnu comme un risque, mais c'est aussi une très grande opportunité pour l'ensemble des acteurs. Et pas uniquement pour les acteurs de l'urbain, également pour les médecins qui
qui peuvent devenir finalement des nouvelles sentinelles de la santé en prenant finalement le pouls de la santé des quartiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais de l'autre côté, c'est aussi très important pour les acteurs de l'urbain, parce que différents nouveaux champs d'action s'ouvrent, que ce soit pour, si on essaye de le catégoriser un petit peu, on voit que finalement, il y a quelques grands champs d'action qui sont ouverts. La lutte contre la pollution, de l'air extérieur comme de l'air intérieur, la lutte contre le bruit, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, mais également la lutte contre l'obésité et enfin la promotion de la santé mentale. Donc c'est un champ qui est extrêmement varié et qui donne un panel de possibilités pour des acteurs très différents à différentes échelles. Est-ce qu'il y a par exemple des exemples concrets de quelles peuvent être les opportunités pour les acteurs de la fabrique urbaine ? Alors, on peut voir par exemple une opportunité, je vais vous donner deux exemples. Un qui a plus trait aux collectivités par rapport à ce qu'elles peuvent faire et un autre exemple qui a plus trait à ce que peuvent faire des acteurs privés. Donc par exemple, un exemple très intéressant, c'est celui de la métropole de Strasbourg, qui est une des collectivités en France les plus avancées sur ce sujet et qui a pris le sujet de la pollution de l'air extérieur véritablement à bras-le-corps. Et par différentes mesures, que ce soit par la consultation des habitants, mais également par l'utilisation de nouvelles technologies et par un tracking, une modélisation de la qualité de l'air. Par exemple, dans l'écoquartier du Danube, grâce aux travaux faits par Atmo Grand Est, ils ont pu modéliser où se situait la pollution. Et notamment, cette modélisation a permis de modifier le plan d'urbanisme et de modifier les permis de construire de façon à construire une barrière, un écran d'immeubles pour pouvoir protéger une cour d'école qui était en second rang, alors qu'au départ, on pensait que cette école allait justement être protégée parce qu'elle était dans une cour, non pas directement sur l'axe, mais en fait, on s'est rendu compte par cette modélisation que finalement, cette cour faisait cuvette et que tous les polluants se rassemblaient. Grâce à cette modélisation, on a pu changer le plan et du coup protéger les enfants dans cette cour d'école. Et des répercussions du coup très concrètes avec une protection qui est assurée. Exactement. Est-ce qu'en définitive, il est possible de définir ce que sont des villes productrices de santé ? Est-ce que c'est une notion qui fait consensus ? Alors, c'est une notion, c'est ce pourquoi j'ai choisi ce titre, c'est qu'a priori, on pourrait se dire, c'est une idée merveilleuse, effectivement. Pourquoi se contenter de faire des villes qui ne nuisent pas à la santé ? Finalement, on peut même aller beaucoup plus loin et avoir une activité beaucoup plus poussée et de dire, pourquoi un maire n'aurait pas cette position de dire « venez habiter chez moi, vous serez en meilleure santé chez moi ». Et finalement, on voit bien que ça peut être aussi un argument marketing territorial extrêmement puissant auquel les villes commencent à s'intéresser. Mais c'est oublier quelque chose qui est important, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut véritablement produire la santé ? Qu'est-ce que la santé ? Finalement, qui va pouvoir déterminer ce que veut dire la bonne santé ? Et on voit bien qu'il y a une véritable tension entre le fait d'avoir des mesures qui sont soit incitatives ou soit qui sont uniquement liées à l'environnement et celles qui sont beaucoup plus proactives. On va commencer à dire, oui mais là il faut faire un effort, il faut que vous soyez en bonne santé, il faut que vous meniez une vie saine. Et donc, la question de la liberté, est-ce que j'ai le choix d'être en bonne santé ou est-ce que j'ai le choix d'être malade, se pose. Et on voit bien que derrière ce contexte de ville productrice de santé, si on oublie que ce concept est finalement nourri de normes et de valeurs, il y a une tendance rampante au néo-hygiénisme dont il faut peut-être se méfier. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas retomber dans l'hygiénisme et que c'est pas la solution à tout. Disons qu'il faut faire très attention, la modulation de l'action et cette tension entre incitation et prescription est extrêmement importante à garder en tête. Écoutez, Chloé Voisin-Bormuth, merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur ces sujets. Vous pouvez bien sûr télécharger le rapport Ville productrice de santé sur le site de la Fabrique de la Cité. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de 100% urbain.